cette fois-ci, comment peut-on dire, récurrente depuis... Une musique impossible. Une musique impossible. Avant d'accueillir nos deux invités. Ouais, il faut changer. Donc, on y va ? Voilà. Alors, et on peut lancer... c'est qui ça ? C'est qui ? À votre avis ? Raphaël Benoliel, qui est donc producteur, et Antonin Depardieu, qui est directeur de production et repéreur, qui ont donc été les chevilles ouvrières, et plus que ça encore, de dernier Mission Impossible 6, tournée à Paris. Et nous les remercions beaucoup d'être présents maintenant pour faire un retour d'expérience sur ce tournage qui a été assez fou. Donc Damien, je te laisse commencer, poser la première question. C'est vrai qu'on va entrer un peu dans les détails de ce tournage un peu fou. C'est surtout nous rappeler déjà quels sont votre background un petit peu et comment vous êtes arrivé sur ce projet de Mission Impossible 6. Pile ou face. Pour ma part, j'ai commencé justement, comme Anne vient de le dire, sur des repérages de films. Il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années. Et je me suis la vie m'a conduit à repérer surtout pour des films, des productions étrangères. Et c'est pour ça que petit à petit, l'habitude de travailler avec des étrangers, notamment des Américains, m'a permis de peaufiner mon travail et d'arriver là, quoi, d'arriver à ce film. C'est un peu logiquement... qu'on en est arrivé à préparer, je ne sais pas quoi, comment dire, j'ai pas eu. Le repérage, si pour parler du repérage, je pense que par rapport aux Français, les Américains y attachent une énorme importance et mettent beaucoup d'argent dedans, de la préparation. Souvent, les films français ne sont pas tout à fait bouclés, on commence des repérages. Un film américain, il est bouclé, il a un budget pour les repérages. Donc, suivant l'ambition, on peut passer des mois. Et donc, pour peaufiner, travailler et trouver les bons endroits qui collent bien au script. Voilà. Là, pour parler de Mission Impossible, si on va tout de suite dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, Mission Impossible, le chef décorateur est venu en France plusieurs fois
Et j'allais dire, juste avant la préparation officielle du film en France, il a passé 2 mois, 7 jours sur 7 à Paris, à arpenter les rues de Paris avec le script. Et donc j'étais bien sûr avec lui pour proposer ensuite au metteur en scène qui, lui, ne se déplace pas forcément parce qu'il travaille ou il est à l'étranger, etc., pour essayer de lui montrer comment il voit les scènes qu'il a écrites, dans quel endroit, etc. Donc après, c'est un échange qu'on a, évidemment, sur la faisabilité, comment ça peut être possible. Donc c'est un dialogue qu'on a en amont, que le chef décorateur présente au réalisateur, et après, il vient tout ça, c'est évidemment le b.a.-ba. Enfin, c'est très simple ce que je raconte, mais voilà, peut-être Raphaël, maintenant, lui, il va sans doute nous parler en amont de comment ça se passe. Non, mais par rapport au repérage, ce qui est intéressant, c'est que le script, il n'y en avait pas forcément. En fait, c'est aussi, c'était une source d'inspiration pour le script. C'est-à-dire que, bien évidemment, on sait que Ethan Hunt doit se rendre d'un point A à un point B, mais on ne sait pas comment. Et le travail du chef déco, 1 an avant même, il a parcouru le monde, c'était de savoir comment, entre quelques scènes dialoguées, il allait aussi pouvoir mettre en scène toutes les scènes d'action qui font bien sûr le succès de la franchise. On sait aussi, bien évidemment, que Tom Cruise réalise toutes ces cascades. Donc c'était dans quelles conditions on va pouvoir le mettre pour être encore plus fort et amener une scène qui ne s'est pas vue auparavant dans un autre épisode, ou voire même dans un autre film. Et ils avaient envie de tourner à Paris, ils avaient envie d'avoir une grande scène d'action, donc c'était aussi de savoir quelles autorisations on allait pouvoir obtenir. Et après, on a arpenté les rues et toute la ville pour mettre en place cette scène. Et on est passé elle n'a jamais été vraiment écrite, en fait. Donc c'était aussi ça. Donc c'était pour ça que les repérages sont un peu différents. C'est vrai que souvent, sur d'autres films où on n'a pas forcément ces moyens, on cherche le décor qui correspond à telle scène, alors que là, c'était pas vraiment le cas. Oui, c'est vrai que souvent, une course-poursuite, ça peut tenir en une ligne, et ça fait 15 jours de tournage. Hein, donc, ou 7 semaines. Pour être précis. Et justement, par exemple, sur le repérage, comment on fait pour trouver justement des lieux? Est-ce que c'est la production qui a déjà, comme tu le soulignais, certaines idées de scènes, et tu vas chercher vis-à-vis de ces idées-là? Ou est-ce que tu as aussi un panel à leur proposer? Toi-même, en amont, tu as un ensemblier de lieux de tournage que tu te dis prêts à être utilisés dans ce type de configuration? Comment ça se passe et comment on se ressource finalement en termes de nouveaux endroits? Puisque parfois, il faut chercher de l'inédit. C'est un peu c'est les deux, c'est un échange. Pour pas parler de Mission Impossible, mais par exemple du film de Woody Allen qu'on a eu la chance de faire aussi ensemble, il y avait des lieux qu'on a proposés à Woody Allen et qui l'ont inspiré. Et donc, du coup, il a changé une scène qui était censée se passer dans une rue, et il l'a changé pour la transposer dans un lieu qu'on avait trouvé et qui lui a plu. Donc, voilà. Après, sur Mission Impossible, là où j'étais assez content, c'est que quelques années auparavant, on avait organisé avec Film France un Éduc Tour, dont tu faisais partie d'ailleurs. On est tout le temps ensemble, en fait, c'est assez insupportable. J'avais proposé, je me souviens à l'époque, d'effectuer une scène sur la Seine ou sur les canaux, et donc ils avaient repéré avec des scénaristes ces endroits, parce que je trouvais qu'on n'avait jamais fait vraiment à Paris de scène ou d'action qui se situe sur la Seine ou sur les canaux et le canal Saint-Martin. Et du coup, j'étais assez content parce que sur Mission Impossible, sans dévoiler ce qui se passe, on utilise un peu ce lieu, peu vu, ou dans ces conditions-là. Donc c'était assez bien. Moi, je voudrais revenir sur vos carrières quand même respectives. Tout à fois, donc Raphaël, tu as commencé il y a quelques dizaines d'années. Et Père Fouras. J'ai pas dit vingtaine, j'ai dit dizaine. Et tu t'es très très vite spécialisé sur les tournages, l'accueil de tournages étrangers en France, en commençant à Nice, oui, notamment. Donc, peux-tu nous dire à notre public pourquoi tu as fait ce choix-là?
Bah, alors, par hasard, bon, on va dire qu'il n'y a jamais de hasard, mais non, j'ai commencé à travailler en fait sur des publicités, mais j'étais runner, donc au plus bas de l'échelle. S'il y a une échelle, j'aime pas cette notion-là parce que je trouve qu'on travaille tous ensemble, que chacun a ses responsabilités. Mais bon, j'ai commencé à la régie et petit à petit, puisque le marché publicitaire sur la Côte d'Azur était essentiellement des pubs de voitures et faites avec des sociétés étrangères. Des agences de pub qui écrivaient leurs scripts pour trouver un endroit où aller passer leurs vacances. À l'époque, le sud de la France était à la mode, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quelques années plus tard, je me suis retrouvé à faire des publicités à Cuba. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à être coordinateur de production, directeur de production, et la pub, c'est pas forcément ce qui me plaisait, mais c'était ce qui me faisait vivre, on va dire, parallèlement à mes études. Et puis un jour, il y a eu l'occasion de travailler sur un long métrage qui était L'Homme de la Riviera, un film de Neil Jordan. Et je me souviens, j'avais vraiment envie de le faire en fait, parce que j'étais un peu las de travailler sur des publicités. Et du coup, j'ai tout fait pour essayer de travailler sur ce film. Et je me suis retrouvé à être directeur de production junior, parce qu'à l'époque, j'étais pas le garant de bonne fin, validait pas mon poste parce que j'avais pas l'expérience. Et puis je me suis très bien entendu avec la production anglaise qui après m'a rappelé sur un autre film de Working Title, et j'ai commencé à travailler énormément avec Working Title sur des films qui se sont faits ou qui ne se sont pas faits. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai travaillé, que je me suis mis à travailler avec des anglo-saxons essentiellement, mais un peu par hasard. Donc tu as vu finalement pendant ces années évoluer aussi les crédits d'impôt, les dispositions réglementaires, Antonin aussi en termes de repérage et de direction de production. Et qu'est-ce qui, pour Mission Impossible, par exemple sur ce tournage à Paris, dans des conditions compliquées d'un point de vue de sécurité, puisqu'on était dans une période post-attentat et électorale. Et électorale, donc le double peine, j'ai envie de dire. Comment justement arriver à faire en sorte d'avoir 5000 techniciens, je crois à un moment vous avez eu... Oui. Voilà, dans toutes ces conditions-là, avec ce crédit d'impôt augmenté à 30%, comment ça se passe concrètement d'un point de vue, alors là j'ai envie de dire, du financement, de la production, et ensuite, Antonin, de l'organisation? Du financement, à notre niveau, on n'est pas tellement impliqué. Une fois que la franchise, le film est validé par le studio qui est Paramount et Skydance, on n'est pas comme des producteurs délégués qui allons chercher et taper à toutes les portes pour essayer d'avoir un financement particulier. Là, c'était un peu, c'est pas carte blanche parce que il y a toujours une limite, mais on n'était pas dans comment arriver à faire cette scène avec les moyens que l'on a. On était plus il faut que ça se passe et on fera tout pour y arriver. Donc, c'est pas vraiment le financement. Après, bien évidemment, depuis que le crédit d'impôt existe, depuis qu'il a été aussi augmenté à 30%, ça aide et ça incite les productions étrangères à venir et à passer un peu plus de temps en France. Ou l'intégralité du tournage, comme ça se passe parfois. Après, sur le cas de Mission Impossible, par exemple, on a aussi nos limites. Alors, c'est pas le but de la session d'aujourd'hui, mais on peut en parler. C'est vrai que comme les coûts de ce qu'on appelle le above the line, donc l'artistique, les comédiens, le réalisateur ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Mission Impossible coûte moins cher lorsqu'ils sont à Londres que lorsqu'ils sont en France. Donc on a eu la chance d'avoir 7 à 8 semaines de tournage, ce qui est exceptionnel pour un film comme ça. On aurait pu peut-être en avoir davantage, mais après là c'est la limite justement de notre système. Donc pour eux, c'était plus pratique dès qu'on franchissait une porte, même si on a fait des intérieurs, d'aller tourner en studio à Londres. Mais donc voilà, le financement, c'est pas vraiment ça. Après, la logistique, c'est autre chose. Non, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur, en effet, la prise en compte du coût des comédiens, etc., dans le crédit d'impôt, est-ce que c'est un combat, entre guillemets, à mener encore pour pouvoir concurrencer maintenant, enfin, Londres notamment, je pense que les studios qui sont... Oui, tous les combats sont bons. Il faut le faire. C'est comme on en avait un avant qu'il y ait un crédit d'impôt, et on en a bénéficié les premiers avec le film de Woody Allen, Minuit à Paris. Après, pour passer la barre à 30%, voilà, malheureusement, tant que les autres pays du monde auront des crédits d'impôt, il faudra toujours se battre face à ça.
Psychologiquement, je pense qu'en France, on n'est peut-être pas encore prêt à dire on va donner 20% ou 30% sur le cachet de Tom Cruise qui dépasse les dizaines de millions d'euros. Ça peut heurter les... Mais encore une fois, c'est un phénomène qui ramène de l'argent. Donc ce n'est pas une niche fiscale comme on peut l'entendre parfois, c'est vraiment un incitateur économique qui a un impact important. Et sans rentrer dans le détail, on réfléchit, oui, au CNC, je parle avec quelques personnes de temps en temps sur comment on pourrait le présenter éventuellement. Voilà, parce que après, quand l'État anglais donne 20% sur la rémunération de Tom Cruise, il fait aussi une retenue à la source. Donc quelque part, c'est presque un effet, c'est une opération blanche, mais qui derrière draine énormément d'argent, puisque le film s'installe. Et quand on voit ce qu'on a dépensé sur Mission Impossible, qui est à peu près de l'ordre de 23,5 millions en 7 à 8 semaines en France, bon, avec un peu de préparation quand même avant, c'est colossal. Donc d'autant, on ramènerait plus de semaines, on dépenserait plus d'argent. Oui, parce que ces 23 millions, c'est le cachet des techniciens, c'est tout, c'est le matériel technique, c'est ce qui fait marcher l'industrie. C'est aussi tous les frais, je dirais, autour de restauration, d'hôtellerie, etc. Donc, c'est ton salaire, et un peu le mien aussi. Non, mais je pose la question, puisqu'on a la chance d'avoir une élue qui reste et qui écoute. À l'écran, j'ai pas vu tout le film. On a à peu près ce qui se passe à Paris représente à peu près 40-50 minutes du film, ce qui est important. Après, il y a une partie, bien évidemment, qu'on n'a pas forcément tournée en France, mais à l'écran, ce sera en France. Et voilà. Et je pense qu'il y a une belle scène d'action qui dure un bon petit quart d'heure et qui, elle, nous fait balader dans Paris avec des choses un peu inédites qu'on n'a pas eu la chance de voir. On a aussi la chance d'avoir des moyens et des autorisations que d'autres films n'ont pas eu, et ce qui fait qu'on a pu faire des choses plutôt sympas. Et justement, comment ça s'est passé au niveau de la logistique, des autorisations Antonin. Voilà, parce que ça a été une partie de plaisir, apparemment. Ouais. Je ne sais pas si on peut tout dire. Ça dépend des semaines, en fait. Ouais. Mais 4 semaines avant le tournage, on n'avait aucune autorisation, donc c'était un peu dramatique. Moins 3, c'était un peu mieux. La température montait. Non, c'était un process un peu particulier. Et c'est vrai, comme tu l'as souligné, on était... Enfin, on a commencé, et le premier rendez-vous qu'on a eu avec les différents services et aussi les ministères, parce qu'on était à un niveau... C'est plus qu'une industrie privée, enfin une entreprise privée comme la mienne ou d'autres qui organisent un tournage et qui a envie de pouvoir le faire. Il y a un enjeu économique important, il y a une représentation à l'international qui est et c'est très important pour, je dirais même la France, d'avoir un film comme ça qui se tourne sur son territoire. Et c'était aussi un acte politique, on ne le dit pas assez, c'était plutôt intéressant de la part du réalisateur et de l'acteur de venir tourner en France. On pourra en parler peut-être un peu après. Mais du coup, on a eu des rendez-vous en décembre et avec les différentes administrations, ministères, en leur donnant une sorte de deadline. Il nous faut un feu vert absolu, savoir si on va avoir certaines autorisations qu'on n'a jamais vues, bloquer la place de l'Étoile, enfin des petites choses comme ça. Et il nous faut une réponse en janvier, même si après on peut être flexible, parce que derrière, forcément, on met en place une machine et un rouleau compresseur qu'on ne peut pas vraiment arrêter. Et en janvier, tout allait bien, tout le monde était super content. Jusque 4 semaines avant le tournage, où tout d'un coup, j'ai eu un coup de fil du préfet, c'était assez sympa, pour me dire qu'il nous invitait à revenir à un autre moment. Et du coup, je lui dis non, c'est pas possible. Et donc, ils avaient pris une décision de ne pas refuser notre tournage, mais de nous inviter à venir en août. Puisque comme il y avait les élections présidentielles et plein d'autres événements, dont l'arrivée aussi du comité olympique et autres, ils ne souhaitaient pas qu'on dérange. Et du coup, c'était un coup de fil sympa. Et j'ai essayé de leur expliquer que ce n'était pas possible et que cette réponse pour moi n'était pas satisfaisante et je n'allais pas l'écouter. C'était plutôt marrant. Hein, oui, c'est ça. C'était juste avant les élections. Et puis je pense qu'il y avait des personnes qui avaient peur d'un attentat
et qui ne voulait surtout pas que, justement, il y ait eu un acte terroriste qui s'est passé, d'ailleurs, pendant le tournage, à quelques centaines de mètres où on tournait au Grand Palais. Il y a eu cette affaire sur les Champs-Élysées, grave. On était à l'intérieur du Grand Palais avec, je crois, 500 figurants, je sais plus, 200 techniciens, et Tom Cruise qui ne pouvait pas accéder au Grand Palais parce que tout le quartier avait été bloqué à cause de l'attentat sur les Champs-Élysées. Mais finalement, voilà, il y a aussi donc des décisions qui étaient difficiles à prendre pour certaines personnes ou certains, enfin, le pouvoir public en général, des gens qui avaient un peu peur, ils se sont dit peut-être que c'est mieux après. Mais finalement, voilà, juste avant le tournage, tout était mis en place et c'était difficile de faire marche arrière. Mais voilà, ça c'était une histoire effectivement un peu difficile. Je ne pensais pas qu'on la raconterait, mais bon. On est là pour partager. Oui. Non, mais au final, tout s'est bien passé, donc il n'y a pas de problème. Alors, si on va rebondir, évidemment, à part le producteur, l'équipe américaine n'a jamais été au courant de ça. Hein. Sinon, non. Sinon, c'était quand même. Donc, ça restera dans cette salle. Même a posteriori. Non, après, je lui ai raconté après, mais sur le coup, non, parce qu'on pouvait. Enfin, c'était délicat parce qu'on était là à leur dire venez, tout va être super, et puis derrière, d'un coup, on peut pas. Non, c'est pour ça que c'était un peu particulier. C'était une situation aujourd'hui assez drôle, et quelque part, c'est toujours pareil quand il y a des challenges complètement fous, quand on arrive et qu'au final il y a un succès et que Tom Cruise s'est blessé mais pas chez nous, donc on est toujours très heureux de se dire et de se remémorer tous les moments qui étaient difficiles, mais c'est vrai que sur le coup, quand on a ce genre de coup de fil et que la personne a l'air très sûre d'elle de l'autre côté en disant non et c'est comme ça, et je vous invite à revenir en août, et que j'ai beau lui expliquer que en août c'était pas possible et que derrière ça allait être un scandale à notre échelle internationale, parce que je pense que si en effet on n'avait pas pu tourner, on aurait fait la couve de Variety et tout autre magazine pour dire que la France est une terre à bannir de tout tournage hollywoodien. Donc au final ils nous ont compris, et on avait aussi des soutiens du ministère de l'Intérieur de l'époque et autres, et le ministère de la Culture, qui font qu'on a réussi à changer. Mais je pense qu'on s'est retrouvé dans un contexte politique aussi qui fait que c'était un peu particulier. Mais voilà, au final, ça s'est très bien passé. Et en plus, avec le soutien de tout le monde, je crois qu'on n'aurait jamais pu faire ça. C'est évident, on n'aurait jamais pu faire ça sans le soutien de la ville de Paris, de la préfecture et des différents ministères. Et de tous les services. On s'était au téléphone, Anne ici présente, pour discuter de tout ça aussi à l'époque, quand c'était dans Exactement. le feu de l'action. Oui. On a échangé des textos. Non, c'était pas mal. Voilà. Point de vue après logistique, justement, parce qu'on a entendu le nombre de contractualisation de techniciens qui était 5000, qui est exceptionnel, quoi, sur un tournage quand même. Comment ça s'est passé aussi au niveau de la logistique, justement, de ces éléments-là, voilà. Alors, il faut savoir évidemment que sur un film comme ça, il y a chaque département a besoin d'avoir à disposition une quantité de matériel et de main-d'œuvre. Quel que soit le degré d'utilisation, il faut qu'il y ait un confort de travail. Et donc, on avait 90-100 camions poids lourds pour un tournage. Donc, c'était dans Paris, c'était énorme. Et puis, il y avait aussi une volonté que la sécurité soit évidemment de l'acteur principal. C'était un peu comme un chef d'État. Il avait comme un ancien de la CIA autour qui était... Enfin bon, c'était un peu délirant. Et mettre en sécurité l'acteur, mettre en sécurité l'équipe, qu'il n'y ait aucun accident. C'est pour ça qu'on a dû employer, pour certains jours, quasiment tous les cascadeurs de France pour qu'ils roulent à 60 à l'heure sans faire aucune cascade. Mais même pour la figuration voiture, ils voulaient avoir des professionnels hyper aguerris, donc sous-employés par rapport à leur capacité, Julienne et compagnie, enfin bon, tout ça pour rouler et pour éviter Tom Cruise en moto, en voiture, etc. Et donc tout ça pour dire que ça fait beaucoup de monde. Aussi assurer la sécurité des Parisiens en voiture ou piétons, donc tout ça, je crois qu'on a eu 200 bloqueurs le jour où on a fait l'Arc de Triomphe, on a bloqué l'Arc de Triomphe, hein, c'est ça.
pour bloquer toutes les artères, toutes les rues, aux voitures et aux piétons. Alors, d'ailleurs, je rebondis sur quelque chose. Je me souviens qu'après, il y a une production qui a demandé, oui, vous avez donné à la préfecture, vous avez donné l'autorisation à Mission Impossible de bloquer l'Arc de Triomphe. Et ils ont dit oui. Eux, ils avaient 200 personnes pour assurer la sécurité. Donc, c'était une manière de dire, nous, on est ouvert à toutes les productions. Vous pouvez bloquer l'Arc de Triomphe, mais il faut que vous nous assuriez que derrière, la sécurité soit mise en place et choisir le bon jour, etc. Voilà, alors qu'est-ce que la logistique, sinon, voilà, c'est un film normal, mais vous multipliez par 10 parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de moyens. Voilà. Mais impossible n'est pas français de toute façon, donc. Voilà. Ça, c'est la French Touch. Voilà. Mais du coup, pour revenir justement sur l'accueil des tournages en France et à Paris notamment, mais dans toute la France, l'habitant lambda qu'on est, par exemple, et qui voit débarquer une équipe pléthorique, comment vous avez ressenti est-ce que les gens sont contents de voir un tournage? Est-ce qu'il y a de l'hostilité? Est-ce qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas se garer à ce moment-là? Il y a les deux, c'est toujours pareil. Voilà. Il y a des gens qui étaient très heureux. Après, Tom Cruise, c'est un très bon client. C'est-à-dire que de toute façon, par rapport à son public qu'il respecte, il est très professionnel. Il va faire les photos, il va serrer des mains. Il ne se protège pas par rapport à ça. Donc, bien sûr, il y a un périmètre de sécurité parce qu'on ne peut pas faire courir de risque à personne. Donc, mais entre les prises, il allait voir le public qui était là aussi. Donc, je pense que par rapport à ça, ça a aidé. Les gens étaient heureux de pouvoir assister au tournage. Après, bien évidemment, quand on a parce que, les 700 mètres linéaires de camions à garer tous les jours ou plus dans les rues de Paris, on doit vider des rues. Et donc, il y a des résidents qui sont mécontents parce qu'il y a des véhicules qui sont enlevés, des interdictions de stationnement, des gens qui sont bloqués 5 minutes parce qu'on fait une cascade et qui ne peuvent pas passer. Donc, il y a les deux. Après, globalement, je pense que ça a été plutôt bien accueilli. Les gens étaient heureux. Maintenant, il y a sur l'ensemble de ces 7-8 semaines de tournage et tous les techniciens qui ont travaillé sur le film, il y a toujours des mécontents parmi les Parisiens et aussi même dans notre équipe. Il y a des gens très heureux d'avoir fait le film, puis certainement il y a toujours une ou deux personnes qui sont moins contents. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps et on fait ce qu'on peut, mais voilà. Après, je pense que c'est bien. Et si en effet tous les jours, on était en train d'organiser un film comme Mission Impossible, peut-être qu'à force, certains quartiers, comme ça arrive à New York, par exemple, on ne peut pas tourner dans tous les quartiers en même temps. Il y a certains mois, certains quartiers sont mis au repos pour pas qu'on y retourne et qu'on embête trop les résidents. C'est d'ailleurs un discours aussi qu'on avait avec le bureau du cinéma ici, où dans l'organisation de notre plan de travail, on était un peu dans le 15e, et puis après on allait dans un autre arrondissement, et on n'était pas tout le temps en même temps au même endroit, et on essayait de s'accorder aussi avec les autres événements qui se passent. Je crois qu'à Paris, il y a plus de 1000 événements par an. Donc voilà, il faut imaginer que... et quand il y a eu d'ailleurs la visite du comité olympique, on n'avait pas le droit nous-mêmes d'aller dans certains quartiers, puisque c'était sur le passage, et on n'avait pas le droit de les embêter. Même si je pense que c'était aussi un bon exemple pour les Américains et les autres membres du comité, de leur montrer que on était capable à Paris d'accueillir un événement important. Alors on est loin d'être aussi important que les Jeux Olympiques, mais tout de même, c'était logistiquement, on arrivait à cohabiter. Ça rapportera peut-être plus que les Jeux Olympiques. Je ne sais pas. Et comment ça s'est passé la collaboration justement avec des équipes américaines aussi en tant que Français? Comment ça se passe d'un point de vue que ça soit pour des techniciens ou que ça soit dans l'équipe de prod? Voilà. Comment les échanges se font? Est-ce qu'il y a des divergences? Est-ce qu'il y a au contraire des accords qui se font beaucoup plus naturellement, facilement? Non, ça s'est très bien passé. Après, comme le disait Gabriel, c'est de l'humain. On n'est jamais... Quels que soient les tournages, il y a toujours des gens avec qui on va bien s'entendre et d'autres avec qui on s'entend beaucoup moins, voire pas du tout. Sur Mission Impossible,
Il y a 2-3 personnes qu'on va qualifier de cons et d'autres qu'on va adorer. Et on doit nous-mêmes être des connards pour certains et des gens respectables pour d'autres. Ça s'est bien passé. On va dire qu'il n'y a pas l'industrie du cinéma comme les militaires. D'ailleurs, je crois qu'on a à peu près les 2 secteurs d'activité où, quels que soient on n'est pas là à faire des formations en permanence, on ne nous envoie pas, même si parfois ce serait nécessaire, mais on arrive à être effectif au jour 1. C'est-à-dire que, quelles que soient les équipes et quels que soient les pays, on arrive à se comprendre les différents corps de métier, et quand on doit tourner, on tourne. On n'a pas un temps d'adaptation. On ne peut pas se le permettre. Et comme les militaires, quand ils interviennent dans un pays, ben voilà, au jour 1, ils sont obligés d'être efficaces. C'est un peu notre cas. C'est pas pour ça qu'on est des militaires. Mais non, ça s'est très bien passé avec les Américains. Après, bien évidemment, il y a toujours... D'ailleurs, ce n'était pas vraiment des Américains, c'était plutôt des Anglais. Ça, c'était plus difficile. Mais toujours avec les Anglais. N'est-ce pas ? Antonin, il n'aime pas les Anglais. Et sois honnête. Non, sois honnête. Et non, voilà. Après, French Touch. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la French Touch. On va pas De changer 100 ans. hein, après 100 ans. Mais non, ça s'est très bien passé, globalement. Mais après, bon, pour l'anecdote aussi, c'était le 2e film que je faisais avec le producteur. La première fois que je l'ai vu, je l'ai insulté. Aujourd'hui, c'est pas mon meilleur ami, mais presque. Donc, ça prouve que, voilà, on peut... Après, on s'accorde. Mais c'est bien de se... Non, il n'y a pas de... Pardon, j'ai rien à dire. Mais... bon. J'avais aussi une question. Ce film, donc Mission Impossible 6, le fait que vous enfin voilà, qu'il soit fait ici dans des bonnes conditions. Tu as parlé d'ailleurs du fait que c'était une volonté politique du réalisateur et du producteur américain, voire britannique, de tourner à Paris. Donc ça, explique-le nous déjà. En fait, Mission Impossible, comme ce genre de franchise, ils peuvent aller à Paris comme dans n'importe quel pays du monde. D'ailleurs, si on connaît un petit peu les précédents opus, ils ont parcouru le monde. Donc il était évident qu'à un moment, la France allait peut-être être sur leur passage. Mais à la suite des attentats, Chris McQuarrie, qui est réalisateur et scénariste et qui travaille avec Tom Cruise depuis plus de 10 ans, voilà, ils ont dit on a envie d'aller tourner à Paris en soutien pour dire voilà, c'est pas parce qu'il s'est passé ces atrocités qu'on va rayer la carte, rayer la ville voilà. Et donc ils avaient une vraie volonté politique, et c'est pour ça que c'est important, et c'était aussi important pour nous de les accueillir justement pour ce soutien, et ça s'est très bien passé. Alors après, ça ne sera pas forcément dit, mais c'est une réalité. Non, mais c'est important en effet. Comme pardon, vas-y. Non, vas-y. Comme c'était le cas également, on travaillait à l'époque sur un autre film beaucoup plus petit, qui était une des premières productions long métrage de Netflix, qui s'appelle War Machine. Et il y avait 3 jours de tournage avec Brad Pitt. Et malheureusement, là, on a dû arrêter le tournage parce qu'on devait tourner, pas le 13 novembre, mais je crois que... voilà. Donc là, pour des raisons évidentes, c'était pas, le tournage s'est arrêté puisqu'il n'y avait plus du tout d'autorisation sur la ville. Donc Brad Pitt a continué, et ils sont allés tourner dans les autres pays. Et après, il était sur un autre film. Et vraiment, pour ceux qui ont vu le War Machine, c'est vraiment le passage en France, c'est de 10 secondes à l'écran, je crois peut-être un peu plus, mais il a insisté, il s'est dégagé de ses obligations sur l'autre tournage pour venir faire ces 2 jours de tournage à Paris. Voilà, aussi, c'est un signe, il y a un geste de soutien, et c'est politique, mais c'est bien. Et donc il faut rendre aussi cette affection, ou ce soutien que nous portent justement ces personnalités américaines. Et alors, vos prochains projets, j'ai envie de dire, ou en cours, est-ce que ça représente Mission Impossible et ça représente une nouvelle étape ? Je ne sais pas. Après, c'est une nouvelle étape peut-être pour l'attractivité du territoire français par rapport à ce genre de production qui, plutôt que de venir faire uniquement un plan sur la Tour Eiffel, vont venir davantage. Je l'espère. Pour nous, on travaille beaucoup aujourd'hui, comme tout le monde, je crois, avec les nouveaux
intervenants qui sont Amazon et Netflix. Donc on travaille énormément. Là, j'ai une série actuellement avec Amazon. Alors, J'en est-ce prépare une autre. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe le travail avec eux? Est-ce qu'il y a une différence Non. finalement? Non. Ouais, après, il y en a une entre Amazon et Netflix. Mais je C'est-à-dire ne suis pas là pour balancer encore, mais je pourrais. J'aime bien. Hein. Vas-y. Non, je préfère Amazon. Mais non, ils ont un respect de l'artistique un peu plus. Enfin, Netflix, j'ai l'impression qu'ils ont adopté des schémas très comme Fox, à savoir c'est pas cher. Ils regardent pas vraiment ce qu'il y a sur. Ils lisent juste des chiffres. Donc, enfin bon, c'est un détail. Mais sinon, non. Après, dans le travail, pour nous, il n'y a aucune différence. C'est un studio comme un autre. Si ce n'est qu'avant, on faisait peut-être plus de longs métrages. Maintenant, on fait beaucoup de séries. Ah voilà, donc ça c'est une évolution. Et après, on a la chance maintenant, avant, mais du coup, c'est à peu près la même chose que sur les longs métrages. Avant, on allait faire un petit passage d'une série, comme Antonin avait eu la chance de travailler sur Sex and the City, je crois. Et puis maintenant, on fait une saison entière de la série Patriote, qui est une série qui est sur Amazon, dont la saison 2 se tourne intégralement en France. On parle justement, puisque ça se passe très bien, d'essayer de faire la saison 3. Donc voilà, ça c'est génial. Et Netflix a la même approche. Donc ils ont leur production étrangère qui viennent tourner en France et également maintenant aussi leur production, on va dire, en langue française, comme Marseille et d'autres qui sont aujourd'hui en production. Donc nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les plateformes et sur des séries. Là, notamment, on prépare... Alors là, on ne fera pas la saison entière puisque le scénario ne le souhaite pas, mais on va faire un épisode et demi de la série pour Amazon qui est The Marvelous Mrs. Maisel qui vient de gagner les Golden Globes. Donc c'est bien. Oui, donc on est content. Et justement, j'avais une question pour Antonin qui travaille sur ces séries. Le rythme en termes d'organisation du tournage, etc., est-ce qu'il est différent d'une série par rapport à un long métrage? Est-ce que vous avez une obligation de rapidité plus importante? Non, je vois pas ça comme ça. Effectivement, un film d'époque, ça c'est toujours plus compliqué, de plus en plus compliqué, hein, avec tout le mobilier urbain qui maintenant, en 20 ans, a considérablement changé. Je parle de Paris, évidemment. Donc là, il y a plus de préparation, donc de temps. Mais sinon, pour un film ou pour une série contemporaine, il n'y a pas trop de différence. Après, c'est... Non, dans l'organisation, il n'y a pas vraiment de différence, parce que c'est un tournage comme un autre. Après, en revanche, pour les gens qui tournent, enfin, à la réalisation et les départements, le tournage, pas l'organisation, mais vraiment, sur Mission Impossible, on devait tourner peut-être une ligne de scénario par jour. Sur des séries, ils tournent 5-6 pages ou plus. C'est-à-dire que quand on tourne 52 minutes en 8 jours, alors que nous, on a fait un quart d'heure en 8 semaines, forcément, c'est différent. Mais ça, c'est des données qui existent déjà depuis longtemps. Ouais. Après, pour nous, l'organisation, elle est identique. Mais on a les mêmes, on subit la même mutation ou les transformations. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire des publicités, pour faire une publicité d'une journée, on avait 4 semaines de préparation. Aujourd'hui, parfois, on nous appelle la veille. Enfin, voilà, tout change. Donc, les nouvelles technologies, on va dire, aident ou détruisent, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est l'évolution naturelle. Et parce qu'il faut fabriquer à des coûts différents. Et voilà. Mais... sinon, heureusement, même avec les séries, et même plus d'ailleurs que parfois sur le long métrage, il y a des niveaux de qualité artistique qui sont là, et voire très présents. Donc c'est bien. Et peut-être en mots de conclusion, ce serait donc pour revenir justement sur l'action publique, d'attirer les tournages encore davantage étrangers en France. Qu'est-ce qui pourrait, en plus justement du crédit d'impôt, est-ce qu'il faut de la pédagogie, je dirais, auprès du public, des spectateurs, du grand public, des gens qui vont au cinéma, pour qu'ils comprennent à un moment donné que si on paye Tom Cruise avec de l'argent français, c'est en fait que ça va rapporter 4 fois plus à la région ou à la ville que c'est tourné. Est-ce que
comment vous voyez ça d'un point de vue de l'explication, je veux dire, au grand public, surtout dans une démarche à l'heure actuelle où, en effet, le public a aussi envie d'être impliqué, entre guillemets, ou du moins au courant des mécanismes de financement. Il y a des études qui ont été faites par le CNC, je crois, qui montrent, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais que pour 1 euro de crédit d'impôt, je crois, il y a une retombée fiscale de 7. Voilà. Je ne suis pas si loin, hein, c'est pas trop mauvais. Donc après, il y a toujours quelqu'un qui dira que c'est une niche fiscale, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour essayer de défendre un point de vue. Le nôtre, ou en tout cas je le vois, il est évident que... Après, c'est parti du Canada parce que c'est les premiers à l'avoir fait. S'il n'y avait pas de crédit d'impôt dans le monde, on n'aurait pas nécessairement besoin d'en avoir un, nous aussi. Si on veut exister sur la planète, on est obligé d'avoir ça, puisque sinon on est rayé de la carte, tout simplement. Après, pour Tom Cruise, ou d'autres comédiens qui ont des cachets très importants, oui, je pense qu'il y a un moment, il y a une phase de pédagogie qui va être importante, parce que les gens ne peuvent pas forcément comprendre. Et je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon comprenne facilement. Mais après, peut-être que si on... Et même les mathématiques, parfois, ça ne parle pas non plus tout le temps aux gens, donc je ne sais pas comment l'expliquer. Après, ce n'est pas mon rôle, malheureusement. J'en parle à d'autres personnes qui en parlent à d'autres, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a fait aussi évoluer tranquillement le crédit d'impôt. Mais depuis des années, ça va plutôt dans le bon sens. La base d'éligibilité s'agrandit. On peut pas se plaindre. Et par rapport à d'autres pays européens qui sont réellement, on va dire, nos concurrents les plus directs, on a plutôt un outil qui est très efficace. Et aussi des techniciens, parce qu'avant tout, il y a quand même l'humain qui sont très compétents. Et tous les cinéastes étrangers qui viennent tourner en France s'en aperçoivent et sont très heureux de ça. C'est pour ça que parfois ils ont envie de revenir. Mais justement, peut-être en conclusion, pour vous deux, quelle est la spécificité de ces techniciens français par rapport aux techniciens britanniques ou américains? Qu'est-ce qui caractérise leur savoir-faire, leur French touch? Je ne sais pas si on peut vraiment le définir. Mais moi, j'ai eu la chance de tourner à New York ou dans d'autres pays et d'autres villes. En France, comme le cinéma n'est pas une industrie, et que c'est un art, on le ressent. Donc après, sur le papier, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais les techniciens qui travaillent, du moins je l'espère, dans le cinéma, sont aussi des passionnés. Ce n'est pas uniquement des techniciens. Ils ne font pas ça juste pour gagner leur vie. D'ailleurs, je ne conseille pas aux gens de travailler dans le cinéma pour gagner leur vie. C'est ridicule. Parce qu'on passe plus de temps. Parce qu'on passe plus de temps. Il y a quand même une convention collective maintenant qui garantit. Il faudrait changer d'ailleurs. Et ça, c'est un problème. Le temps de travail, c'est un problème en France, malheureusement. Si on devait changer quelque chose, ce serait un peu ça. Parce que la réalité, c'est que les films, on va dire européens, et, anglo-saxons, américains, on ne peut pas tourner 8 heures par jour. Enfin, il y a des. Donc, il y a malheureusement une différence entre ce qui est écrit et ce qui se passe réellement. Et je vais avoir un contrôle URSAF tout de suite. Non. Voilà, la différence, tous les réalisateurs avec qui j'ai pu travailler, et quand on en parle, voilà, ils sentent cette implication des techniciens. Mais c'est un peu la même chose que quand on vit dans Paris, qu'on se balade dans Paris en scooter, à pied ou peu importe. On est entouré de culture, on est entouré par des siècles de culture. Et quand on est à Los Angeles, parce que je vis un peu dans les deux pays, on n'a pas forcément ça. Alors, on a des plaisirs dans les deux endroits. Mais voilà, le fait d'avoir été élevé dans un pays où le cinéma est un art et pas une industrie, ça se ressent au moment où on exerce son métier. Mais j'ai du mal à mettre d'autres mots. Mais par exemple, je sais pas moi, à New York, quand j'ai pu faire le film de Cédric Clapiche là-bas, certains techniciens entre les prises, ils sont pas impliqués, ils lisent ou ils font d'autres choses. Alors que voilà, il y a une sorte d'implication. Alors, elle n'est pas forcément à tous les niveaux, mais globalement, ça se ressent. Oui, c'est vrai. Je vois tout à fait ce que veut dire Raphaël. En France, c'est aussi
sur une équipe de tournage, tout le monde est artiste. Tout le monde, on dit, voilà, tout le monde a envie de participer à la créativité et veut apporter sa petite pierre. Alors que sur une équipe anglo-saxonne, c'est finalement très peu de gens qui se permettent ou qui ont envie de le faire. C'est d'abord le chef décorateur, le premier, bien sûr le scénariste, mais le premier, après le chef opérateur et bien sûr créatrice des costumes. Mais sinon, tout le reste, c'est plus des exécutants qui ne vont pas faire plus que ce qu'on leur demande. Alors qu'en France, alors des fois, ça a des mauvais côtés. Hein. Tout le monde veut dire ah, « moi, j'ai une idée etc. » Mais donc, du coup, comme l'a dit Raphaël, quand on est justement, surtout dans les phases préparatoires, avec des gens avec qui on va essayer de construire quelque chose, ils s'aperçoivent qu'on donne plus qu'un exécutant et ils apprécient beaucoup. Voilà. Et nous, c'est une idée que tout le monde a en tête, c'est qu'on arrive à faire des films à 40, 50 personnes. Eux, moins de 100 personnes, ils n'y arrivent pas. Alors, donc ça veut dire que nous, on arrive à pouvoir un peu cumuler, enfin, un peu étoffer nos missions et répondre à la demande. Et ils apprécient ça parce que finalement, ça fait gagner du temps. On ne multiplie pas les interlocuteurs. Et si on peut dire, voilà, c'est la spécificité française, c'est ça, un petit peu créatif et on est un peu multifonction. Voilà. Donc de polyvalence et aussi Polyvalence. peut-être par rapport à la différence par rapport aux pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, c'est que le poids des syndicats n'est quand même pas, c'est sans commune mesure. C'est différent. L'organisation est totalement différente. C'est ça. Le poids des unions aux États-Unis fait que si une chef costumière française met un drapé sur un mannequin et qu'elle va se faire taper sur le, voilà, on a eu l'exemple sans citer, voilà, sur les doigts parce que c'est pas elle mais la personne qui était désignée par l'Union pour le faire, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Non, surtout à la déco. Il y a il y a moins de polyvalence. Chacun est vraiment spécifique, un métier bien spécifique et ne doit surtout pas aller au-delà. Mais après, c'est un exemple tout bête qu'on aime bien dire au réalisateur quand il vient, c'est qu'il a le droit de parler aux figurants en France, par exemple, alors qu'aux États-Unis, il ne peut pas, parce que sinon, tout de suite, le figurant est considéré comme un comédien. Ce qui fait le plaisir des figurants américains qui souhaitent absolument parler aux comédiens, comme ça, ils ont un bump dans leur rémunération. Ça, c'est quand même un modèle français qui peut là, paraître... c'est plutôt européen. Je pense qu'en Angleterre, on a le droit de le faire. Mais non, ça, c'est par rapport au phénomène unions aux États-Unis. Oui, c'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de réalisateurs étrangers aiment venir, en plus, bien sûr, de l'incitation fiscale dont parlait évidemment Valérie tout à l'heure. Mais je veux dire, c'est aussi, j'imagine, très attractif pour eux de savoir qu'ils vont avoir des équipes souples... Et cinéphiles aussi, parce qu'on a des techniciens cinéphiles. Hein. Mm-hmm. Ça, si vous lisez le livre et que vous l'achetez. Non, mais c'est vrai, on a des techniciens qui sont quand même... qui savent qui vont au cinéma. Oui. Mais qui ne voient pas que Godard et Truffaut, qui sont des cinéphiles actuels. Enfin, actuels. Donc ça, vous le ressentez aussi au quotidien. Je ne sais pas si regarder Godard ou Truffaut, ça a une influence sur Mission Impossible, mais peut-être. Non, après, ça dépend des sujets. Sur Woody Allen, c'est bien. Sur Woody Allen. Très bien. Un mot de conclusion. La French Touch, alors ? Bah oui. Comment vous la caractérisez-vous ? Allez, en quelques mots. Non, mais justement, c'est bien, il ne faut pas avoir honte. On a quelque chose à dire. Après, French Touch, vous voyez, déjà, on le dit en anglais, pardon. C'est toujours un peu... C'est aimer la pause repas, comme Antonin. Non, mais on a eu beaucoup la remarque, remarque de dire pourquoi vous n'avez pas appelé votre livre de la journée la touche française. Alors la touche, on s'est dit la touche française, c'est soit la touche à l'escrime, soit c'est la touche Est-ce que tu as la touche ? Non. Donc on est quand même réaliste. On aime beaucoup le français, on est à fond pour la francophonie, mais il faut quand même dire que l'anglais reste la langue internationale encore pour l'instant. Donc c'est la raison aussi pour laquelle le livre est bilingue. On doit toucher, justement, si on doit valoriser nos talents qui sont ici, présents devant vous,
pas uniquement rester sur du langage français. On est dans l'obligation de traduire en anglais, et ça a été d'ailleurs un plaisir finalement aussi de se dire que, Raphaël, tu me disais que le livre a été remis au producteur de Patriote, donc il va partir à Los Angeles et il va lire en anglais. Donc je veux dire, c'est aussi une façon d'exporter notre savoir-faire, de le faire en anglais. Ça, c'était la réponse sur le reproche. Voilà. Pourquoi nous n'avons pas appelé cette journée où le livre a la touche française. Voilà. Donc votre conclusion sur la French Touch? C'est dur. Ouais. C'est dur de parler après Gabriel, en plus il est trop... Ouais, c'est vrai, c'est tellement impressionnant. Je sais pas, c'est difficile. Non, mais après, je pense que c'est un ensemble de tout ce qu'on a pu dire. Non, mais je sais pas, la French Touch aussi, c'est idiot, mais c'est vrai que tu me fais penser. Mais il y a un truc, c'est terrible, mais je sais que la plupart du temps, on est face à des producteurs à qui on dit la loi en France, c'est 1 heure d'arrêt repas assis. Et souvent, c'est quelque chose qui, même sur des grosses productions américaines, ils arrivent qu'ils fassent des journées continues et ils pensent qu'ils vont qu'on appelle jamais... French Hour. Ouais, French Hour, vous savez l'histoire, enfin peut-être. Enfin bon. Parce que pour eux, une journée française, enfin ce qu'ils appellent une journée de tournage française, c'est une journée continue parce que nous, on avait, à cause des acteurs de théâtre le soir, qui travaillaient entre midi et 19h, et après, ils pouvaient aller au théâtre et se lever tard le lendemain, etc. Donc, nous, on travaillait que 7h, 7h30. Mais French Hour, pour eux, c'est 12 heures d'affilée sans s'arrêter. Donc, il y avait une petite différence culturelle. Et donc, en gros, ils n'arrivaient pas à se dire qu'avec 1 heure d'arrêt repas, assis, on pouvait faire une journée de tournage. Et finalement, quand ils s'aperçoivent que c'est possible et qu'en plus on mange bien, parce que c'est ça la French Touch, parce que c'est ça qui est... quand on revient d'un pays, on se dit est-ce qu'on a bien mangé, enfin, c'est ce qui reste aussi, il faut faire est-ce qu'il faisait beau, etc. Et là-dessus, on gagne quand même pas mal de points souvent, parce que, surtout pour les équipes internationales, on est toujours une bonne étape. On va finir sur cette conclusion gastronomique. Merci beaucoup, en tout cas, Raphaël et Antonin. Grâce à eux, nous rayonnons. Alors,